Journée nationale de médecine générale, JNMG. Bonsoir à tous, je suis Aveline Marquez, rédactrice en chef du site egora.fr. À mes côtés, Louise Clairbout, journaliste à Egora et chef de la rubrique Rencontres. Nous sommes en direct des Journées nationales de médecine générale à Paris. Et ce soir, nous recevons Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée à la gestion et à l'organisation des soins à la Caisse nationale d'assurance maladie, pour l'interroger sur la nouvelle convention. Marguerite Cazeneuve, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Cette nouvelle convention elle a été signée le 4 juin dernier par 5 des 6 syndicats représentatifs des médecins libéraux. Que répondez-vous à ceux qui considèrent que c'est une convention à minima et que le choc d'attractivité promis n'est pas au rendez-vous ? Alors si 1,9 milliard avec la participation des complémentaires et 1,6 milliard pour l'assurance maladie, c'est à minima, c'est vrai qu'on n'a pas nécessairement les mêmes repères historiques. Il faut savoir que c'est une convention avec un investissement inédit pour la médecine libérale, alors même que le nombre de médecins libéraux a chuté ces dernières années. Donc c'est la première fois qu'on met une enveloppe aussi importante pour des raisons tout à fait légitimes d'attractivité de la médecine libérale, mais il faut bien se rendre compte que quasiment 2 milliards d'euros, c'est considérable et que nos partenaires conventionnels ont bien fait de signer en juin cette convention, puisque quelques jours après, il y a eu la dissolution, un cadre institutionnel instable. Et donc, le fait qu'on ait réussi à se mettre d'accord sur cette convention qui garantit une revalorisation des médecins libéraux, notamment des médecins généralistes, avec de la visibilité sur leur rémunération et leur activité sur les 5 prochaines années, je pense que c'est extrêmement précieux. Et que nous avons mis du temps à nous mettre d'accord, mais nous avons bien fait de nous mettre d'accord et je pense que la copie finale est vraiment une belle copie. À ce sujet, justement, beaucoup de médecins jugent que la consultation à 30 € n'est qu'un rattrapage de l'inflation. Est-ce qu'il est envisageable, avant la fin de la convention, d'avoir une revalorisation de ce tarif ? Alors comme je l'ai dit, c'est une convention qui est d'une ampleur inédite en matière d'investissement financier. Ce d'autant qu'on a de toute façon une clause de revoyure à mi-parcours, puisque, comme vous le savez, il y a les actes de la CCM, les 13 000 actes de la CCM qui sont en cours de révision. Et donc, on est convenu de toute façon de se revoir une fois que la hiérarchisation de ces actes aura été faite par les comités cliniques indépendants pour renégocier sur le tarif de ces actes. Donc, ça concerne plutôt les spécialités techniques et donc plutôt les spécialistes. Néanmoins, les médecins généralistes seront également concernés pour tous les actes techniques qui les concernent. Et c'est vrai que dans les perspectives que l'on s'est données avec les médecins généralistes, on s'est plutôt dit que l'avenir, en tout cas la prochaine étape, ce serait la consultation longue. On a mis un premier pied dans la consultation longue à l'occasion de cette convention. On n'a pas fait tout ce qu'on aurait aimé faire sur la consultation longue parce qu'on avait quand même un mandat financier à respecter, qu'on a préféré investir à la fois sur la consultation du médecin général, donc à 30 €, investir sur celle de l'enfant et par ailleurs revaloriser très fortement le forfait médecin traitant. Mais voilà, on a fait un premier pas sur la consultation longue et je pense que lorsqu'il y aura de nouveau des discussions entre l'assurance maladie et les syndicats de médecins, en tout cas pour ce qui relève des médecins généralistes, je crois que, je ne veux pas parler à leur place, mais en tout cas leur revendication légitime là encore était plutôt d'aller sur la consultation longue et le fait d'élargir le champ des possibles sur la consultation longue, puisque nous, évidemment, c'est leur demande et c'est la nôtre aussi, c'est que les médecins traitants puissent passer suffisamment de temps avec leurs patients chroniques et leurs patients âgés. Mais justement, la création de cette consultation longue et la revalorisation du forfait médecin traitant, c'est seulement en 2026. Est-ce que ce n'est pas un peu tard, sachant l'urgence qu'il y a à revaloriser le statut de médecin traitant ? Alors quand vous regardez l'historique des conventions médicales, le fait d'avoir une revalorisation en une fois qui va arriver le 22 décembre, donc le 22 décembre, toutes les consultations de médecine générale vont passer à 30 €, c'est inédit dans l'histoire des conventions médicales. C'est la première fois qu'on fait une augmentation
en un seul coup. Quand vous regardez l'historique des conventions, souvent les revalorisations, elles ont lieu en plusieurs étapes, et c'est normal parce qu'en fait, on a... nous, chaque année, d'une certaine manière, on doit rentrer dans une enveloppe. Le Parlement nous fixe un objectif. Et donc, le fait d'avoir mis 30 € tout de suite, dès l'entrée en vigueur de la Convention, c'est-à-dire le 22 décembre 2024, ça représente déjà un impact de 700 millions d'euros. Et donc, on avait besoin en tout cas de décaler d'1 an les autres mesures pour que celles-ci puissent s'appliquer entièrement d'un coup tout de suite. La deuxième raison, c'est que le forfait médecin traitant, on le revoit totalement. Il va être totalement revu, et donc ça demande un très gros travail de la part de l'assurance maladie, notamment en matière de système d'information, de récupération et traitement de la donnée, de tests aussi avec les médecins. Et donc au moment où on va lancer le nouveau forfait médecin traitant, il faut que, j'allais dire, tout soit nickel. Et donc ça va nous demander encore un peu de travail. Et donc on sera prêt évidemment pour le 1er janvier 2026, mais voilà, il nous faut l'année 2025 pour finir d'y travailler. Justement, donc vous parlez de cette nouvelle version du forfait médecin traitant qui remplace donc le forfait patientèle et la ROSP. Est-ce qu'il ne risque pas finalement de devenir une nouvelle usine à gaz, étant donné que voilà, il va rémunérer l'atteinte d'objectifs de santé publique qui seront individualisés en fonction de chaque patient? Au contraire, la conviction, mais qui est partagée entre les médecins qui ont signé la convention et nous, c'est qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, la ROSP, elle avait quelque chose d'illisible, puisque c'était une rémunération forfaitaire que vous touchiez, qui arrivait du coup, qui tombait par trimestre, sur une base compliqué à comprendre, parce qu'en fait vous atteigniez des indicateurs mais sur la totalité de votre patientèle, donc c'était compliqué de revenir aux patients, de comprendre pourquoi vous étiez à 60%, 70%, etc. Donc aujourd'hui la ROSP, elle a porté ses fruits sur plein d'indicateurs, elle a vraiment permis d'améliorer la pertinence et la qualité des soins, mais le problème de la ROSP, c'est que comme elle est insuffisamment lisible pour le médecin, finalement, elle est compliquée à la fois. C'est compliqué à la fois de l'utiliser comme un levier pour les aider dans leur pratique, et puis c'est compliqué pour le médecin aussi, parce qu'en fait, d'une année sur l'autre, il ne comprend pas pourquoi son forfait augmente, son forfait baisse. Donc là, ce qui va être la promesse, si vous voulez, du nouveau forfait médecin traitant, c'est déjà que le forfait médecin traitant, il est très fortement revalorisé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on valorise aussi des choses qu'on n'avait pas valorisées jusqu'à présent, et donc notamment le fait que les patients à la C2S, chaque patient à la C2S, c'est 10 € en plus par patient, et donc vous aurez en fait patient par patient le forfait qui accompagne d'une certaine manière le suivi de votre patient médecin traitant, et vous avez en plus les indicateurs de prévention. Et donc, il y aura un tableau de bord qui permettra de savoir si les patients sont éligibles à la vaccination, au dépistage, etc. et s'ils ont réalisé leur vaccination et leur dépistage. Et en fait, ça derrière, ça traduit quelque chose qui est assez puissant en termes de services que l'assurance maladie peut rendre aux médecins. C'est-à-dire que nous, l'assurance maladie, dans le SNDS, donc dans nos données de santé, on a toute la consommation de soins des patients. Donc en fait, ou la consommation de soins, en tout cas, tout ce que le patient se fait rembourser. Ce qui se fait rembourser quand il va chez le pharmacien, quand il va chez le biologiste, etc. Et ça, en fait, cette vision-là, le médecin traitant, il ne l'a pas. Et donc, il sait ce que fait son patient. Enfin, en tout cas, il note ce que fait son patient quand son patient est dans son cabinet. Mais en fait, quand son patient sort de son cabinet, il a une faible visibilité. Alors, avec le DMP, Mon Espace Santé, ça c'est beaucoup amélioré, puisqu'il a accès aux comptes rendus d'hospitalisation, de radiologie, etc. Mais là, ce qui va être encore plus puissant d'une certaine manière, c'est que nous, on va pouvoir lui donner à voir les données du SNDS qu'on a à notre disposition. Et donc, ça veut dire que patient par patient, donc là, on est parti sur 15 indicateurs de santé publique. Donc, patient par patient, on pourra lui dire, voilà, votre patient, il est vacciné, il a fait son dépistage du cancer colorectal, il a fait son dépistage du diabète. Et donc, on va donner d'une certaine manière un tableau de bord individualisé qui va permettre à chaque médecin de suivre exactement sa patientèle médecin traitant. Ces indicateurs, donc ça c'est vraiment nouveau, c'est vraiment une offre de service qui va rendre lisible d'une certaine manière l'activité globale du patient pour le médecin traitant. L'objectif aussi, et c'est ce qu'on a partagé avec les syndicats de médecins libéraux, c'est que finalement cette information qu'on restitue patient par patient,
elle a vocation à s'étendre, parce qu'en fait, on a plein d'informations, au-delà des 15 indicateurs qu'on a choisis, mais on a plein d'informations sur la consommation de médicaments, sur enfin, toute l'activité. Est-ce que votre patient il est allé chez un spécialiste, etc. Et en fait, plus on restitue d'informations au médecin, plus ça lui permet, lui, de bien comprendre quel est le parcours de soins de son patient, d'être bien informé, et puis, de cas échéant, de pouvoir se comparer à ses confrères. Et ce qu'on s'est un peu dit aussi sur la partie purement santé publique et objectifs de prévention, c'est qu'il y avait des priorités de prévention qui pouvaient changer, parce qu'en fait, les priorités de prévention, elles peuvent changer. Et donc, l'avantage de ce dispositif-là, c'est que là, on a choisi 15 indicateurs, mais potentiellement, dans 4 ans, dans 5 ans, on se dira, en fait, maintenant, ces indicateurs-là, ils sont plus prioritaires parce qu'on a atteint le niveau européen en matière de dépistage du cancer du col de l'utérus, par exemple. Et donc, maintenant, notre nouvelle priorité, c'est d'aller dépister davantage les pathologies chroniques. Et donc, c'est ça qu'on va valoriser. Donc, potentiellement, on aura un tableau de bord avec plusieurs indicateurs, beaucoup d'indicateurs, mais ceux qu'on décidera de rémunérer, ce sera une décision partagée entre l'assurance maladie et les syndicats. Donc, à la fin, c'est un tableau de bord détaillé où vous avez patient par patient exactement le forfait qui est attribué, la rémunération qui est attribuée au médecin en fonction du patient, donc de sa lourdeur d'une certaine manière, de son âge, de son ALD, de son niveau de précarité et de son parcours de prévention. Donc c'est un forfait qui est individualisé et qui permet de financer la fonction de médecin traitant au-delà de l'activité du médecin généraliste qui fait sa consultation. Il y a par-dessus la fonction de médecin traitant, et cette fonction de médecin traitant, elle est rémunérée annuellement et elle est individualisée en fonction du patient. D'accord. Mais comment est-ce qu'on pourrait garantir aux médecins qui ne seront pas perdants finalement par rapport au forfait actuel ? Alors déjà, on a remis beaucoup d'argent dans ces forfaits, donc ils ne peuvent pas être perdants compte tenu des montants qu'on a réalloués sur cette partie forfaitaire. Et par ailleurs, on a écrit de manière très explicite dans la convention, il y avait notamment une crainte sur la ROSP, Oui. que en fait, le passage de la ROSP globale à des indicateurs individuels par patient, qu'il puisse effectivement y avoir à la fin une perte, en tout cas que cette enveloppe santé publique prévention se réduise. Et donc on a écrit une clause dans la convention qui dit que ça ne peut pas être perdant, et donc à minima ce sera la même enveloppe qui sera redistribuée, puisque à la fin on va sommer en fonction de là où en sont les médecins. Donc si jamais il arrivait que cette enveloppe à la fin était inférieure à celle que l'on avait allouée l'année précédente au titre de la ROSP, de toute façon, ça serait revalorisé. Donc on a bien une clause de sauvegarde qui est inscrite dans la convention. C'était une des dernières exigences d'ailleurs des médecins. On a écrit ça le dernier jour de la convention, puisque c'est une demande qu'ils nous ont fait dans la nuit. Et donc on a réinscrite dans la version finale du lendemain, qui a été rédigée pendant la nuit et au petit matin. Ça faisait partie des éléments de réassurance dont ils avaient effectivement besoin, et ce que je comprends tout à fait. Alors, cette nouvelle convention, elle comporte 10 engagements collectifs en faveur de l'accès aux soins. Par exemple, augmenter le nombre de nouveaux installés en médecine générale, augmenter la file active moyenne, et 15 objectifs collectifs toujours d'amélioration de la pertinence des prescriptions, notamment l'emblématique réduction de l'augmentation, enfin la limitation de l'augmentation du nombre de jours d'arrêt de travail prescrits. Des observateurs vont être mis en place pour mesurer ces résultats. Concrètement, que se passera-t-il si les engagements ne sont pas tenus, si les objectifs ne sont pas atteints ? On se remettra autour de la table pour essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas à les atteindre. Le principe, c'était de se dire, finalement, on est très attaché, de part et d'autre de la table, à revaloriser la fonction de médecin traitant, à faire en sorte que le médecin traitant il soit vraiment central dans le système de santé. Et pour valoriser cette fonction-là, pour renforcer le rôle du médecin traitant, il y a évidemment une condition, nous qui représentons les assurés quand on est en négociation avec les médecins libéraux, c'est de dire le médecin traitant, c'est super, mais ça ne peut pas être réservé à 70% de la population. À partir du moment où le médecin traitant défend le fait que chacun doit avoir un médecin traitant, puisque le médecin traitant, c'est le cœur du réacteur du système de santé. Si vous avez toute une part des patients qui ne peuvent pas avoir accès au médecin traitant, en fait, votre édifice, par définition, il ne fonctionne pas. Et vous avez plein de demandes qui peuvent arriver entre guillemets, de contournement du parcours de soins. Et donc, c'est dans l'intérêt et des médecins et de l'assurance maladie que d'arriver à augmenter la patientèle médecin traitant, des médecins traitants, leur file active, etc.
Mais ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas demander individuellement à un médecin qui, lui, dans sa situation, c'est impossible de prendre un médecin en plus parce qu'il est déjà à la limite du burn-out, parce que en fait, c'est déjà extrêmement pénible pour lui, parce qu'il y a des patients qui viennent frapper à sa porte et que c'est déjà horrible parce que lui, il doit gérer le fait de dire non, etc. Donc, en fait, il y a plein de situations où, à titre individuel, c'est pas possible pour vous d'augmenter votre patientèle ou votre patientèle ALD sans médecin traitant. En revanche, que collectivement, on se dise, vous les médecins, nous, l'assurance maladie, on se donne collectivement les moyens de faire en sorte que ça marche. On a la possibilité d'y arriver. Je vais prendre plusieurs exemples sur l'attractivité pour les jeunes médecins. Inciter les jeunes médecins à s'installer en libéral, c'est un objectif partagé. Par définition, ça ne relève pas d'un médecin en particulier. On a intérêt, et les médecins et nous, à ce qu'il y ait des jeunes qui s'installent. Et après, on peut se dire, on n'a pas exactement les mêmes leviers pour y arriver. Du côté de l'assurance maladie, ça veut dire qu'il faut qu'on aille présenter l'exercice libéral dans les facs. Il faut qu'on ait tout un système d'accueil dans les territoires qui nous permettent de bien expliquer, d'aider à l'installation, etc. Mais de l'autre côté, les médecins, si toute la journée ils disent qu'être médecin généraliste, c'est le pire métier du monde, bah, c'est sûr qu'à la fin, la fonction, elle n'est pas très attractive. Si vous êtes médecin généraliste, mais que vous ne prenez pas jamais d'étudiants en stage, et bah, c'est sûr qu'après, quand le jour où vous partez, il n'y a personne pour vous remplacer parce qu'il n'y a pas de médecins qui connaissent votre territoire. Et donc, typiquement, l'attractivité, c'est vraiment quelque chose qui se joue de part et d'autre. Et en fait, que ce soit sur les objectifs d'accès aux soins, sur les objectifs de pertinence, en fait, on a et l'assurance maladie et les médecins un rôle à jouer. Je vais donner un autre exemple sur la pertinence et la qualité des soins. On a en France, on consomme 25% d'antibiotiques en plus par rapport à la moyenne européenne. Alors on peut se dire c'est comme ça a toujours été comme ça. Bah, en fait, ce serait bien que ce soit plus comme ça. On a quand même maintenant des chiffres très clairs et des études très claires sur l'impact de l'antibiorésistance. Donc il n'y a aucune raison qu'on soit plus mauvais que les autres pays européens et qu'on n'atteigne pas l'objectif qui a été fixé par l'OMS. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire de part et d'autre ? Nous, par exemple, l'assurance maladie, on finance l'outil Antibioclic, qui est un outil qui est très utilisé par les médecins généralistes, qui a besoin de financement. Alors, c'est totalement neutre, c'est-à-dire que nous, on n'intervient pas du tout, évidemment, sur le contenu éditorial. Mais voilà, nous, on a dit, bah, OK, on prend notre part. Il y a un outil que vous utilisez qui est super, qui a besoin d'avoir des financements parce qu'il est gratuit. Donc, nous, on va le financer. Mais de votre côté, vous vous engagez aussi à davantage l'utiliser et à faire attention, etc. Et donc, en fait, ça, on l'a décliné sur tous les objectifs d'accès aux soins et tous les objectifs de pertinence et de qualité en se disant, on a des objectifs qui sont communs, on n'a pas les mêmes leviers pour atteindre ces objectifs, mais on s'y met tous. L'un des objectifs, des engagements collectifs qui sont intégrés dans cette convention porte sur le développement des assistants médicaux. Comment est-ce qu'on peut lever finalement les réticences des médecins libéraux ? Alors c'est un sujet un peu compliqué. C'est vrai que moi, je trouve que la meilleure manière de convaincre un médecin généraliste d'avoir un assistant médical, c'est qu'il parle à un médecin généraliste qui a un assistant médical. Parce que c'est un peu le paradoxe de l'assistant médical, c'est que tous les médecins qui ont un assistant médical vous disent que pour rien au monde, ils ne reviendront en arrière parce que ça a amélioré leur qualité de vie, ça a plutôt réduit leur temps de travail. Ça a permis d'augmenter naturellement leur patientèle, mais sans qu'ils aient de charges supplémentaires. Ça a allégé leur charge mentale. Chaque médecin, quand vous parlez à des médecins qui ont des assistants médicaux, chaque médecin a une manière de travailler avec son assistant médical ou son assistante médicale qui est très différente. Il y en a qui confient à l'assistant médical la coordination des soins, le fait de trouver des rendez-vous avec le spécialiste, de suivre le patient, de le rappeler, etc. Il y en a pour qui c'est plus la partie gestion du dossier patient. Il y en a qui confient à l'assistant médical une vraie partie clinique sur la prise des mesures, etc. Donc, en fait, c'est un métier, c'est une formation assistant médical qui est suffisamment flexible pour qu'il y ait un vrai binôme qui se crée entre le médecin et l'assistant médical et pour qu'à deux, d'une certaine manière, ils arrivent à absorber une charge à la fois administrative, médicale, intellectuelle, qui est effectivement très lourde aujourd'hui. Donc voilà, il faut parler, si vous hésitez à recruter un assistant médical, il faut que vous parliez à un médecin qui a un assistant médical puisqu'il y a 100%. Il y a 100% de chances pour que vous tombiez sur un médecin qui va vous dire que ça a changé sa vie. Après, il y a
il y a des freins qui sont des freins objectifs, notamment les locaux. Quand vous êtes installé en centre-ville et que vous n'avez pas de deuxième salle de consultation, c'est compliqué d'avoir un assistant médical. Donc c'est là où nous, on a un rôle à jouer, notamment vis-à-vis des collectivités territoriales, pour les inciter, plutôt que de construire des centres de santé, parfois sans médecin, etc., plutôt de dire vous avez un médecin qui est super, aidez-le à accueillir un assistant médical. Et là, ça va vraiment changer l'accès aux soins sur le territoire. Donc, on a ce travail-là à faire. Et puis, continuer à faire de la pédagogie sur le dispositif avec des témoignages de pairs, puisque évidemment, quand l'assurance maladie parle, c'est moins puissant que quand ce sont les pairs qui parlent, mais on va continuer, nous, nos campagnes de conviction. Donc, on a les délégués d'assurance maladie qui vont continuer à aller voir les médecins, sachant que les modalités pour recruter un assistant médical, elles ont été très largement assouplies, à la fois les objectifs, ce qui se passe si jamais les objectifs ne sont pas atteints, toutes les exceptions qui peuvent être prises en compte par la CPAM ou par la CPL si jamais en fait, vous n'avez pas atteint vos objectifs, mais c'est normal parce que vous étiez malade. Quand vous avez atteint un certain âge, en fait, on ne vous demande plus d'augmenter votre patientèle. Enfin, donc, en fait, il y a plein d'exceptions. Et nous, l'assurance maladie, on est très bienveillant par rapport à ça. L'objectif, ce n'est pas du tout d'aller traquer les médecins qui n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs. Et d'ailleurs, ils atteignent tous leurs objectifs. Mais c'est vraiment de les accompagner parce que ce qu'on voit, c'est qu'un médecin traitant qui a un assistant médical, il est plus heureux et il a naturellement une patientèle qui augmente. Et donc, voilà, il faut qu'on arrive à avancer sur ce chemin. Une récente étude de l'URPS Île-de-France montre qu'un tiers des médecins généralistes et des gériatres répondants songent à arrêter les visites à domicile faute de rémunération suffisante. La nouvelle convention ne répond pas spécifiquement à cette problématique. Est-ce que la visite à domicile du médecin est vouée à disparaître? Est-ce que c'est un acte sur lequel l'assurance maladie ne mise plus? Alors quand même, en 2021, si je ne dis pas de bêtises, en 2020, en 2021. En 2021, donc il n'y a quand même pas très longtemps, on a signé un avenant, l'avenant 9 à la précédente convention médicale, qu'on a essentiellement axé pour les médecins généralistes sur la visite à domicile. Et donc on a créé la visite longue à 70 € si je ne dis pas de bêtises. Donc on a 4 visites longues possibles pour les patients âgés ou en ALD. Et donc on a créé cette visite longue rémunérée au niveau qui était demandé par les médecins. Donc la visite longue, elle est rémunérée au bon niveau. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des patients qui ont besoin d'avoir une visite et qui ne sont pas nécessairement des patients âgés. Et donc là, il y a sans doute quelque chose à améliorer. Donc il y a des choses sur les bornes d'âge, sur les patients éligibles. Donc ça, c'est des petites choses qu'on pourra retravailler. Mais la visite longue en tant que telle, elle a quand même été calibrée avec les syndicats pour être suffisamment revalorisée. Et donc 70 € pour une visite longue, on a considéré collectivement que c'était le bon tarif. Après, ça pose une autre question. Et donc on n'y est pas revenu. Ce que je veux dire, c'est que 2 ans après, quand on a renégocié, c'est pas là-dessus qu'on s'est concentré, puisqu'on avait déjà, entre guillemets, réglé la question. Après, c'est plus généralement une interrogation, c'est-à-dire que à la fois, on a besoin, la visite à domicile, ça fait vraiment partie du métier du médecin traitant. Et en même temps, dans un contexte de raréfaction de la ressource médicale, on a moins de médecins traitants, on a moins de médecins généralistes. Et donc, c'est vrai qu'une visite longue, ça vous prend du temps, ça vous prend l'équivalent de 3 à 4 consultations. Et donc, dans cette période qui est une période un peu contrainte en ressources médicales, il y a aussi une question de savoir comment est-ce que le médecin traitant peut davantage s'appuyer par exemple sur l'infirmier référent dont le statut a été créé dans la loi et sur lequel on va travailler de manière conventionnelle avec les syndicats pour justement avoir une sorte d'infirmier qui collabore avec le médecin pour qu'un médecin qui n'a pas le temps, en fait, dans sa journée hyper chargée d'aller à domicile, il puisse avoir un infirmier qui va faire un check, qui puisse rappeler le médecin. Donc ça suppose qu'il y a un binôme de confiance qui se crée entre l'infirmier et le médecin. Mais c'est vrai que l'infirmier, c'est la profession
j'allais dire, par essence du domicile. Et donc, dans un contexte où on n'a plus beaucoup de médecins et on a une très forte demande de patients sans médecin traitant, le fait de renforcer le binôme médecin-infirmier, ça fait partie quand même des pistes pour améliorer, en tout cas, pour ne pas faire chuter le nombre de visites. Deux lecteurs d'Egora, l'un exerçant dans une station de sport d'hiver et l'autre dans un centre de soins non programmés, nous ont alerté sur la suppression de 2 majorations, F et N, donc pour les actes urgents de nuit, de dimanche ou de jours fériés. Ces majorations sont remplacées par la majoration SHE de 5 €, donc qui devrait s'appliquer de 19h à 21h, mais uniquement sur régulation du SAS. Pourquoi ce choix finalement? Là, pardon, excusez-moi. Alors, c'est un tout petit peu un peu plus compliqué que ça. Donc, c'est la partie soins non programmés qui est peut-être la partie un peu plus technique de la convention. Grosso modo, pour faire en synthèse avant de rentrer dans le détail, les syndicats et nous, on était d'accord sur le fait qu'il faut de la régulation. Pour les soins non programmés, il faut de la régulation, sauf évidemment si c'est votre patient médecin traitant, mais pour un patient qui ne relève pas de votre patientèle, il faut de la régulation. Pourquoi? Parce que la régulation médicale, elle permet de régler 30 à 50% des besoins de soins uniquement par conseil téléphonique ou par envoi d'ordonnance. Et donc, ça fait baisser votre demande de soins. Ce n'est pas nécessairement un besoin de soins. Et ça, c'est le régulateur médical qui permet, d'une certaine manière, de faire baisser cette pression. Et donc, la régulation à la fois en journée et le soir et le week-end, c'est là-dessus qu'on essaie de mettre nos forces. Donc, en journée, ça s'appelle le SAS. Et le dimanche et les jours fériés, ça s'appelle la PDSA. Ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'on a eu beaucoup de structures de soins non programmés qui se sont développées, qui, pour certaines, rendent énormément de services parce que c'est des endroits où il n'y a plus de médecins, parce qu'ils prennent sur des horaires sur lesquels, sinon, s'il n'y avait pas ces structures-là, les patients iraient engorger les urgences, etc. Donc, c'est des structures qui ont une utilité, mais finalement qui n'ont pas été très organisées avec le territoire. Or, il y a quand même quelque chose qui existe, qui est la régulation médicale. Vous avez des médecins généralistes qui font l'effort de s'inscrire à la PDSA et donc de faire des tours de garde pour être disponible le dimanche et les jours fériés. Et vous avez juste à côté un centre de soins non programmés qui se monte et qui a le droit de coter les mêmes choses que lui. Et donc, on a juste voulu remettre un peu d'ordre dans tout ça en disant la priorité, c'est la régulation. Quand il y a de la régulation, que ce soit en journée ou que ce soit le week-end, c'est encore plus valorisé. Les majorations, elles sont réservées aux soins qui sont régulés. On a revalorisé notamment la visite. Quand vous avez une visite sur régulation, c'est en plus des 15 €, vous avez en plus 10 €. Et alors les majorations dont vous parlez, en fait, on ne les a pas supprimées, mais on a juste rappelé qu'elle ne devait être facturée qu'en cas d'urgence. Et donc, en fait, on a rappelé la définition de l'urgence, qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des renouvellements d'ordonnances à 22h qui étaient facturés en majoration d'urgence, alors que ce n'est pas des urgences. Donc, on a juste bien rappelé ce qu'était une urgence. Et donc, on va contrôler, à partir de maintenant, le fait que ces soins qui sont faits en soirée, quand ils sont assortis d'une cotation de majoration, c'est bien de l'urgence. Et la cotation dont vous parlez, c'est une cotation un peu spécifique qu'on a ajoutée pour les soins régulés et non régulés, pour la tranche 19h-21h, ouais, qui est en fait un peu le temps mort parce que c'est avant la PDSA. Et c'est quand même 2 heures où c'est une vraie pénibilité quand même pour le médecin, c'est-à-dire d'accepter de travailler à 19h, 20h plutôt que d'être avec ses enfants. C'est un vrai effort de faire ça pour ses patients. Et donc on a dit, voilà, en fait, toutes les consultations, qu'elles soient régulées ou non régulées, entre 19h et 21h, c'est plus 5 €. Donc ça s'applique de manière générale. Les majorations d'urgence, on dit juste que c'est les majorations d'urgence. Et par ailleurs, il y a une revalorisation de tout ce qui est régulé. Parce que quand c'est régulé, ça permet de valoriser les médecins qui s'inscrivent, j'allais dire, dans une logique territoriale et partenariale au sein du bassin de population dans lequel ils habitent et ils travaillent.
Les médecins remplaçants dénoncent leur exclusion du champ conventionnel et le manque de reconnaissance de leur travail. Par exemple, ils ne sont pas bénéficiaires du forfait patient médecin traitant. Ça, c'est un vieux sujet qui revient à chaque négociation. Que leur répondez-vous ? Alors qu'on a besoin de remplaçants, c'est une certitude, parce que sans remplaçants, les médecins traitants installés ne peuvent pas partir en vacances, etc. Donc Et puis par ailleurs, quand vous êtes jeune et que vous démarrez, c'est hyper intéressant de pouvoir faire des remplacements pour choisir votre territoire, pour apprendre, etc. Après, c'est sûr qu'on a besoin d'avoir des médecins qui s'installent. C'est-à-dire qu'aller faire des remplats pendant 15 ans d'un territoire à l'autre, c'est pas ça dont notre système de santé a besoin. Notre système, il a besoin que des patients ils soient suivis tout au long de leur vie par un médecin traitant qui les connaît, qui connaît leur pathologie, qui va savoir détecter ce qui va pas, qui a son réseau en termes de second recours, qui va pouvoir adresser à l'hôpital, qui connaît les paramédicaux, etc. Donc le sujet, c'est pas tellement de... En fait, on veut pas encourager des remplaçants à vie, pour le dire un peu différemment. Donc le remplaçant, aujourd'hui, il est quand même dans une situation assez confortable par rapport à quelques années, puisque en fait, souvent, les médecins qui ne veulent pas abandonner leurs patients pendant les vacances, ils paient, ils reversent quasiment l'intégralité de l'acte à leurs patients, à leurs remplaçants. Donc ils sont presque à perte sur les périodes où ils partent en vacances. Donc ils le font pour leurs patients. Donc c'est quand même un vrai investissement de la part des médecins traitants, et ils le font par conscience professionnelle. Ils perdent souvent de l'argent quand ils se font remplacer, quand les remplaçants du coup prennent une part très importante de la consultation. Donc aujourd'hui, les remplaçants, ils ont cet avantage-là, parce qu'ils sont très demandés, de pouvoir demander un taux, un reversement très important de la consultation. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Le forfait médecin traitant, c'est un forfait médecin traitant, c'est-à-dire c'est le forfait qui vient rémunérer la fonction de médecin traitant, c'est-à-dire d'accompagnement au long cours d'un patient que vous connaissez, que vous suivez, etc. Et donc si vous voulez faire exercer cette fonction de médecin traitant, quand vous êtes médecin généraliste, il faut s'installer. Alors, merci Marguerite Cazeneuve d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Journée nationale de médecine générale, JNMG.